ce lundi soir, nous avons le plaisir de recevoir Neftis Ver pour parler de son livre « Pour un spatio-féminisme » paru aux éditions de la Découverte en septembre dernier, en septembre 2024. Nous vous avions reçu déjà, Neftis, donc ici, lundi soir, pour parler contre-cartographie et plus précisément d'une cartographie comme outil de lutte. Et des collectifs qui se saisissaient des cartes comme support privilégié ordinaire des pouvoirs, des entreprises de domination et de gestion, pour en faire des instruments qui rendent visible cet exercice du pouvoir et cherchent à le faire vaciller. Aujourd'hui, c'est un type de domination particulier qu'on va s'intéresser, celui exercé sur les femmes et sa traduction dans un espace construit de manière genrée, auquel donc les femmes se conforment. Et votre livre dessine à la fois un panorama de ces différentes formes d'aliénation spatiale, à partir des représentations donc, qui sont aussi intégrées, largement intégrées de cet espace. Et il évoque aussi le rôle que peuvent jouer à nouveau les cartes et cette contre-cartographie pour lutter contre ces formes de domination qui recouvrent des espaces donc très divers et des problématiques assez différentes. On verra aussi comment peut-être ça peut les unifier, la manière dont les corps se partagent l'espace au quotidien, le corps intime, le clivage entre l'espace domestique et les différents espaces publics, et on verra bien d'autres espaces. Oui, peut-être juste pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce titre, donc pour un spatio-féminisme qui donne à votre ouvrage des allures de manifeste. Donc pourquoi ce titre, pourquoi pour un spatio-féminisme, et de façon peut-être un peu plus générale, pourquoi publier un tel livre aujourd'hui, donc il y a 6 mois, en septembre 2024, c'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui aurait changé dans nos pratiques de l'espace et qui justifierait spécifiquement ce manifeste un peu. Oui, alors qu'est-ce qui aurait changé? Rien, justement. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Et l'impensé qui préside à nos pratiques spatiales, l'impensé de leur dimension genrée, est toujours le même. Et pour un spatio-féminisme, pourquoi est-ce que ça a cette dimension presque de pamphlet? C'est dû au fait que cette recherche, cet ouvrage, il naît du croisement de préoccupations politiques qui sont les miennes, c'est-à-dire que je suis une féministe radicale, entre guillemets, je sais que le terme est difficile à manier, et contre-cartographe. Et quelque part, la géographie, qui est la science qui devrait nous permettre qui construit le monde et devrait nous permettre de le comprendre, elle n'a pas embarqué le regard critique féministe. Mais nous-mêmes, en tant que féministes, nous sommes dans un environnement où les luttes n'ont pas embarqué ce qu'elles auraient pu prendre de la géographie, c'est-à-dire l'approche spatiale, c'est-à-dire comprendre que nos vies se déploient dans l'espace, et que cela a des implications. Et ce sont des préoccupations qui existent en géographie depuis les années 70, en fait. Et on peut bien sûr se référer à des gens comme Henri Lefebvre, l'espace vécu, l'espace conçu, l'espace représenté, c'est-à-dire que notre rapport à l'espace, il est dialectique. Nous le construisons, mais il va nous construire en retour par nos pratiques. Et ainsi, dans ce mouvement de va-et-vient, nous allons consolider des pratiques. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui est arrivé en géographie, qui a plus ou moins collidé avec les évolutions de la géographie, qui à un moment s'est appelée nouvelle géographie, c'est-à-dire qu'elle devenait scientifique en devenant très mathématique avec les outils numériques, et en même temps avec cette préoccupation de la spatialité. Et il y a un troisième trublion qui est apparu, lui, à partir des années 90, c'est cette idée qu'il fallait déconstruire les cartes parce qu'elles étaient des outils de culture. Elle construisait un discours. Donc tout ça, joyeusement, ça a été brassé. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Et là, je reste dans le domaine de la géographie. C'est que des personnes qui se préoccupaient... alors je vais citer 2 géographes que vous ne pouvez pas connaître, même si vous êtes à l'intérieur du milieu de la géographie, vous avez peut-être oublié leur nom. C'est Raymond Séchet, Jacqueline Coutras, qui, elle, s'occupait déjà à partir des années 70 des questions des pratiques genrées de l'espace. C'est-à-dire, elle traitait des thèmes comme la pauvreté,
la violence urbaine, comment selon le genre, c'était traité différemment. Le sort des familles monoparentales, qui dit famille monoparentale, dit femme seule, chef de famille à 82% aujourd'hui. Voilà. Et tout ça, ces travaux ont existé et ont été, en France en tout cas, pour différentes raisons, n'ont pas eu de filiation, de vraie filiation. Et ce n'est qu'aujourd'hui que des jeunes géographes commencent à réintégrer la perspective du genre dans les études de notre spécialité. Ceci pour la géographie. Mais pour notre vie quotidienne, nous, en tant que féministes, dans nos luttes, mais pas seulement en tant que féministes, en tant que citoyennes et citoyens, nous oublions que notre vie se passe dans l'espace. Pourquoi ? Parce que nous avons un corps, parce que ce corps, il se déplace, il a besoin d'habiter, de se nourrir, de produire sa subsistance, et il est en interaction avec les autres. Et cette dimension spatiale de nos vies, nous en sommes absolument, généralement inconscientes. Et pourtant. Et alors peut-être sur l'espace public, et notamment l'espace de la ville d'ailleurs, parce que souvent on a l'impression que l'espace public égale l'espace de la ville. On a quand même vu, évidemment il y a un certain nombre de revendications et on voit qui se font entendre et on voit justement combien c'est peut-être aussi un peu compliqué. On pense évoquer la violence, la question de la sécurité dans l'espace, justement, la revendication d'un espace public qui finalement peut construire un autre corps. Je crois que c'est ça aussi qu'un corps vulnérable, qu'un corps danger. Donc finalement l'idée que ces féministes-là, que le féminisme a ces dernières années beaucoup revendiqué un espace où la femme a pas à se sentir en insécurité si on veut, et on voit que c'est quand même ça reste peut-être le lieu le plus le plus récupérable politiquement. Voilà, c'est ça. Dans tous les sens, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment revenir à la source. Ouais. Être radical, revenir aux racines, et poser par exemple la question que vous abordez de l'insécurité. On a inculqué aux femmes l'idée que l'espace urbain nocturne, il était dangereux. Et justement, ces géographes des années 70, elles rappellent que, attention, qui désigne-t-on en parlant de danger ? Eh bien, les enfants de la migration, les jeunes hommes, pas les jeunes femmes, pourtant elles sont aussi présentes, et il y a une confluence entre ce discours raciste et xénophobe et le statut de la femme qui serait celle qui doit être protégée par les hommes, bien sûr, parce que son corps est faible, parce qu'elle est une proie, etc., etc. Donc ce discours de la sécurisation des rues par l'éclairage, par exemple, il est omniprésent dans les politiques municipales et les caméras. Voilà, il relève d'un discours sécuritaire. Et le discours sécuritaire, et si on remonte encore en amont, à partir des années 50, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à construire des villes fonctionnelles, des villes où les activités étaient séparées les unes des autres, c'est-à-dire vous aviez l'activité professionnelle, l'habité, les loisirs, le commerce, et tout cela relié par les transports. Et tout ça, ça a provoqué quoi ? Des villes mortes. On a tué les villes qui, à l'origine, sont construites historiquement à des échelles très locales, qui font en sorte qu'il n'y aura pas, que ce ne seront pas les banlieues vides des grandes villes, des grandes bars dans lesquelles ou pavillonnaires aussi, les zones pavillonnaires dans lesquelles les femmes qui, pendant les 30 Glorieuses, étaient quand même reléguées au foyer, se retrouvaient seules parce que, bien sûr, il y avait un mouvement, et ici, en région parisienne, c'est exactement ça. Moi qui n'ai pas l'habitude du métro, je me dis, mais quelle folie que de passer tant de temps dans le métro, mais tout simplement parce qu'on a éclaté tous les pôles de vie des êtres humains. Et ça va justifier aussi ce discours sécuritaire. C'est-à-dire que le contrôle du vivre ensemble, qui n'est pas négatif, le contrôle, c'est, voilà, on pratique une ville, on a tous et toutes des activités différentes dans cette ville, on est ensemble, on vit ensemble, toutes ces activités se croisent. Ça permet un contrôle naturel. Dans une ville fonctionnelle, vous aurez un séquençage des activités qui font qu'il y aura des plages de vide, des plages d'isolement, etc., etc.
Donc on souffre encore de cet urbanisme-là, de cette planification-là, et ça a permis l'émergence de ce discours de la sécurisation. La ville est dangereuse, parce qu'on y est seul, bien sûr. Les femmes, l'élément faible de ce groupe, ont besoin de se protéger de toutes ces menaces qu'on peut déployer comme on veut, avec toutes les idéologies qu'on veut. Et donc on va surveiller les villes, on va les éclairer. Et moi j'ai beaucoup aimé faire ce travail qui vient de mes recherches sur la contre-cartographie, mais aussi de ma pratique de la contre-cartographie en collectif, où un groupe, un jour, et c'était il y a 3 ans, fait la carte de l'éclairage du quartier de la rue de la Chapelle, en disant, un groupe de femmes qui dessine un lampadaire, qui dit, voilà, quand je sors du métro à la Chapelle et que je veux traverser la rue, j'évite l'éclairage public. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces rues sont éclairées par des lampadaires au pied desquels il y a des trappes, et les dealers sont agglutinés autour des trappes, où est cachée leur drogue. Donc nous allons passer à l'ombre des maisons. Et c'était une déconstruction par un tout petit groupe de femmes d'une banalité admise par nous toutes aujourd'hui. Il faut éclairer la ville. Et alors, si on descend de l'amont, on va vers la vallée, ce discours sécuritaire, il est totalement inepte. Pourquoi ? Parce que les femmes ne se font pas agresser la nuit dans les rues, les femmes se font agresser à leur domicile. On en est à une centaine de féminicides par conjoint ou ex-conjoint. Et ça, c'est chez vous. Donc, ce qui a été érigé comme le pôle de sécurité des femmes, et ça, Simone de Beauvoir, depuis 1949, le montre bien, c'est peut-être l'endroit le plus dangereux pour les femmes. Oui, mais enfin, c'est à cet endroit-là, je pense qu'on voulait aussi arriver à vous poser des questions. Enfin, moi, j'avais 2 questions à ce sujet-là. Déjà, comment... et ça me rappelle, on avait interviewé notamment Lucille Nova, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait que finalement, dans Le Petit Chaperon Rouge, en fait, le danger viendrait de l'intérieur de la maison, etc. Et comment... Enfin, ma première question serait comment cartographier cet espace intérieur ? Enfin, qu'est-ce que la cartographie, la contre-cartographie, la géographie en général peut dire de l'espace intérieur, de l'espace privé, de l'espace intime. Et une autre question qui serait comment appréhender malgré tout, et même si elle est subsidiaire, la violence réelle de l'extérieur. Enfin, du coup, quel contre-discours adopter face à la violence qui existe et qui peut exister malgré tout dans l'espace public ? Alors là, on parle de la violence d'une toute petite partie du problème, en fait. Vous avez ce continuum de la violence, donc Liz Kelly qui l'a théorisé, qui part des remarques sexistes dans l'espace public et qui vont jusqu'au viol, au féminicide dans l'espace privé. Là, vous parlez d'Harasmat, justement, de quelque... Voilà, Harasmat, par exemple, qui s'occupe de ce qui se passe dans l'espace public, c'est-à-dire qui est une plateforme de signalisation libre, ouverte à toutes, qui sert à quoi ? Qui sert à donner une visibilité dans cet espace public qui devrait être l'espace du dialogue, de l'entre-humain, dit Hannah Arendt, où se joue le politique. Ça va donner, et c'est ce que fait le mouvement MeToo, et c'est ce que fait le procès des viols de Mazan, c'est donner une visibilité à quelque chose qui repose sur l'invisibilisation de la violence. Et l'espace domestique est justement l'endroit où on va le plus facilement pouvoir l'invisibiliser, puisque ça se passe dans un microcosme. Montrer ça par les cartes, alors bien sûr dans l'espace public c'est beaucoup plus facile, et moi j'anime des ateliers de contre-cartographie collective aussi sur ce sujet-là, sur nos pratiques genrées de l'espace, et les groupes, je remarque, fonctionnent plutôt par fonction, c'est-à-dire dans tel espace, qu'est-ce que j'y fais, que ce soit l'espace domestique, le foyer, qu'est-ce que j'y fais si je suis une femme ou si je suis un homme, si je suis une fille ou un garçon, mais aussi l'espace de l'école, l'espace des commerces, des terrains de jeu, des terrains de sport, etc. etc. Et c'est là qu'on peut dénoter cette différence de pratique. Disons qu'on peut mesurer la distance entre les pratiques des filles et les pratiques notamment des garçons. Par exemple, là, ça me fait penser à une expérience à Strasbourg où on a équipé les enfants de gilets connectés dans des écoles primaires, dans 6 écoles primaires.
pour géolocaliser, les géolocaliser dans leur déplacement, et on se rend compte de quoi? Que 80% les enfants mâles occupent 80% de l'espace, s'autorisent à s'approprier 80% de l'espace, mais les filles 20%. Et ça ne concerne pas que la cour d'école. Cour d'école où on sait que l'installation des terrains de foot au milieu de la cour, comme c'est le cas dans 90% des écoles en France, fait que les garçons qui ont un autre schéma corporel vont occuper tout le centre et les filles seront statiques, debout à côté. Et là, si on dissèque au scalpel aussi, pourquoi? Parce que depuis le berceau, la petite fille, elle va être conditionnée à considérer son corps comme fragile, comme immobile. Alors c'est Iris Marion Young qui développe l'idée, qui a un très bel article, Throwing like a girl, jeter la balle comme une fille. Les filles ont une motilité restreinte par rapport aux garçons. Elles ne jetteront pas la balle en employant tous leurs muscles et en jetant la balle avec énergie, elles utiliseront leurs bras. Et c'est comme ça pour tout. Donc elles ont cette représentation erronée qui va être fortifiée au fil du temps et intégrée. Et ça, on revient à Judith Butler. Judith Butler, on va performer le genre. C'est tout simplement en intégrant nous-mêmes, par nos actes quotidiens, l'idée que c'est ainsi que nous devons être. Et pour les garçons, au contraire, donc j'ai une belle photo du manspreading dans les transports en commun. Vous sortez dans la rue, vous prenez le métro, ben vous avez ça. Et les femmes, comme ça. Et donc, les hommes sont éduqués à occuper l'espace. Ils ont une autre représentation de ce que leur corps peut, et ça va induire beaucoup de choses. Ça va induire que la femme se sentira dans ce havre de sécurité dans le domicile, se fera en sorte que quand elle est à l'extérieur, étant faible, étant à protéger et devant protéger son capital, son seul capital finalement, qui est son physique, il y a des choses qu'elle s'interdira, des choses dangereuses, des sports dangereux par exemple. Elle, dans son berceau, j'allais dire, mais depuis qu'elle est petite, on lui donne des poupées pour l'entraîner au Caire. Le garçon, on lui donnera des jouets de la mobilité, c'est-à-dire avec des roues, des petites voitures, des trottinettes, etc. Et ben lui, il est beaucoup plus mobile. Donc dans la mobilité quotidienne, on retrouve aussi ces biais qui font que la fille ne s'autorisera pas les mêmes déplacements, elle n'aura pas les mêmes moyens de locomotion. Celles qui utiliseront les transports en commun, ce seront les filles. Pourquoi? Et j'ai mis dans le livre ce cylindre spatio-temporel. Pourquoi? Parce qu'elles ont d'autres façons de pratiquer l'espace. La ville, elles ont des déplacements séquencés. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours dans le care et toujours au service des autres, qu'elles le veuillent ou non. C'est elles qui majoritairement s'occuperont des enfants, de les amener à l'école, de les amener aux activités périscolaires, de les amener chez le médecin, de faire les courses, etc. etc. Et voilà, donc ça se décline dans les fonctions. Et vous pouvez l'analyser au niveau local comme au niveau mondial, ce à quoi je procède dans le livre aussi. Ça a des répercussions sur votre... Alors économique, bien sûr, déjà. Eh bien, si vous êtes un homme et que vous serez allé travailler, c'est ce que montre le cylindre spatio-temporel, vous serez consacré à votre carrière, à votre métier, ben votre retraite ne sera pas la même que celle de la mère qui aura pris un congé parental. Vous pouvez juste revenir sur le cylindre spatio-temporel pour qui n'a pas vu exactement ce que ça montre. Ça montre effectivement la complexité aussi, du coup, des trajets féminins par rapport aux trajets masculins mesurés. Ah oui, ben on caractère peut même le voir. Linéaire. Voilà. Alors c'est un géographe suédois, Thorsten Hegerstrand, qui développe l'idée de la géographie du temps. Donc il essaye de représenter le temps en même temps que l'espace. Et j'ai repris ce modèle. Ça ressemble donc à un aquarium et on voit deux trajets. À gauche, celui de Léa, prototypique, qui a 2 enfants qui arrêtent de travailler pendant le congé parental pour s'occuper de ses enfants. Et Luc, son mari, qui lui va travailler. Donc on voit son trajet linéaire. Il n'a aucune charge mentale, sinon celle de sa carrière, et elle, sa journée est séquencée. Son esprit est mobilisé par 1001 occupations, et le soir, donc on se retrouve au domicile, et elle n'aura peut-être même pas parcouru la même distance, mais elle aura eu une autre charge mentale qui l'aura complètement épuisée. Mais faisant cela aussi, sur le plan économique, Léa aura hypothéqué sa vieillesse, elle aura hypothéqué sa retraite et sa vieillesse. Et en cas de divorce, bien sûr, c'est elle qui s'appauvrira par rapport au mari. Donc, quelque part, les femmes
qu'elle soit femme au foyer, qu'elle soit, et c'est louable, mais on a vu les travers de la situation, et ça vaut pour la Terre entière, elle a toujours cette double charge mentale, si elle n'est pas triple, et avec ses conséquences économiques. Après, si vous l'analysez, si vous reculez d'un pas et que vous l'analysez à l'échelle globale, là je reviendrai à Doreen Massey, donc Doreen Massey, une très grande géographe britannique, marxiste, qui, depuis les années 70, travaille justement sur ces pratiques genrées de l'espace. Elle l'analyse en tant que, comme toutes les féministes matérialistes, en tant que la classe des femmes qui se fait opprimer dans le système capitaliste, et c'est bien ça, mais elle met bien le doigt sur le fait que, par exemple, la compression spatio-temporelle, qui qualifie la mondialisation, c'est-à-dire que nos communications, nos moyens de transport sont de plus en plus rapides, de plus en plus accessibles, et l'humanité devient un grand village, en fait, quelque part, puisque on est tout le temps en complaisance, on peut se voir au bout de quelques heures, et elle dit, prenez l'exemple, je le cite assez souvent, mais un homme d'affaires dans son jet, en quelques heures, il parcourra la moitié du globe terrestre, et pendant ce temps, une femme africaine, en charge du care, en charge des enfants, en charge de toute la survie du groupe et de la transmission des traditions qui permettront d'avoir une agriculture adaptée à la situation, etc., qui a en plus la responsabilité de faire vivre de la famille, donc qui est la première exposée au conflit de la prédation capitaliste omniprésent, et bien elle a son seau sur la tête et elle doit aller chercher de l'eau. Et elle mettra, pendant ces 2 heures, elle sera allée juste chercher l'eau. Donc il n'y a pas d'égalité dans la pratique de l'espace. Peut-être moi c'est pour reprendre ce que tu as posé 2 questions, et Zoé parlait de ce que la cartographie, enfin la contre-cartographie peut aussi montrer de l'espace domestique, et est-ce que peut-être il y aurait plus d'exemples de... Parce que on le voyait là, la cartographie c'est pas justement que de la topographie, c'est des isotypes ou isotypes, je sais pas. Isotypes. Ouais. C'est beaucoup de représentations, enfin voilà, visuelles variées, et celles qui permettent de mesurer alors cet espace. Après il y a la question de est-ce qu'on fait des diagnostics, est-ce qu'on crée aussi des ouvertures ou des possibles, mais qui permettent de visibiliser des choses de l'espace domestique ou limité, qui est la réalité donc d'un certain nombre aussi de femmes. Est-ce qu'il y aurait des exemples là-dessus de cartes, de contre-cartes qui soient... Parce que dans cet espace, on peut se dire il échappe justement à la représentation spatiale et que c'est peut-être un endroit où... Mais j'aimerais partir de la façon dont l'espace est conçu. C'est-à-dire la cuisine. La cuisine, que justement cette architecture fonctionnelle, mais aussi d'autres théories de l'urbanisme, conçoivent comme l'espace de la femme. L'espace qui doit être rationalisé. Et ça, c'est un bel exemple de l'idée qu'on va rationaliser, donc on va faciliter la vie de la femme. Le Corbusier, c'est plus les distances Perriot, bien sûr, Charlotte Perriot, plus les distances sont courtes, plus c'est favorable aux femmes, puisque ça, on va... donc la fonctionnalisation, comme voilà, la fausse amie. Voilà, la fausse amie, qui finalement va leur construire cet écrin doré, et on voit partout ces publicités pour des super cuisines, toujours vantées par une femme d'ailleurs. On va lui faire son petit paradis, son petit royaume, dit Simone de Beauvoir. Donc l'espace construit, il est avec une intention, bien sûr, toujours, et nous allons nous jeter dans cette proposition, et les femmes le font, puisque là, je cite par exemple l'exemple de ces femmes au foyer américaines qui érigent leur sort, j'allais dire leur statut, mais c'est bien leur sort, en quelque chose d'enviable. C'est-à-dire, je suis heureuse d'être femme au foyer, de m'occuper des enfants, de choyer mon mari, de lui faire des petits plats et tout ça. Et elles ont inversé le stigmate quelque part, parce qu'elles arrivent même à monétariser leurs vidéos, les montrant en train d'être les fées du logis. Voilà, et ça fait partie de ce phénomène de retour du bâton. Les féministes ont trop demandé, on va les ramener, on va les remettre à leur place. Voilà, donc cet espace domestique, c'est là que se jouent toutes ces idéologies en réalité, et qui sont eux-mêmes portées par les femmes. Après, sur le plan de la cartographie,
donc, quand je vois les groupes à l'œuvre, ce sont des représentations de nos pratiques, de la restriction de nos pratiques. Je sais que bientôt, il y aura cette carte des usages des écoles qui est en cours. Il en existe déjà, par exemple, Edith Maruejol entreprend beaucoup d'études dans les écoles pour sensibiliser à ces questions. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Après, ce qui remonte de mes ateliers, c'est énormément de cartes du corps. Ouais. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que mon corps est en interaction avec son environnement, quels sont les enjeux, par exemple au niveau de la peau, il y a ça depuis un certain temps. Enfin, depuis le début, je vois des étudiantes des Beaux-Arts qui montrent, non pas ce qui se passe dans l'espace public, mais quel est mon ressenti par rapport à ce qui peut être une agression de l'extérieur. Ce terrain-là, ma peau, donc là, si on lit Foucault, il le montre magnifiquement. Ce n'est pas que la bulle de mes comportements, cette espèce de protection, mais c'est ma peau, où est-ce que l'agression va avoir lieu et comment est-ce que moi je vais m'en protéger par mon enveloppe. Oui, même si tu disais en fond de carte, il y a une carte des Argentines, là, des iconoclastistas, non ? Iconoclastistas. Oui. Et où on voit, où c'est un fond de carte qui a un corps féminin, je me semble-t-il. Absolument. Où effectivement, c'est à la fois les attaques qui sont spatialisées et qui... on voit cette interface entre le corps intime et le corps public et le corps politique. Exactement. Là, on est à l'échelle, à la petite échelle du monde, en fait. C'est-à-dire comment est-ce que les pratiques agricoles et minières qui génèrent de la pollution en Amérique du Sud vont affecter le corps. Et c'est vrai qu'en Amérique latine, on a cette idée de la mer territoire, qui, elle, sera directement impactée par ces pratiques. C'est une façon de les dénoncer. Et cette carte, elle émane d'ateliers, donc les iconoclastistes sont aussi des ateliers, et synthétisent après sous une autre forme graphique. Moi, je milite pour les formes graphiques brutes, originelles, mais c'est absolument magnifique. Et c'est une façon, donc ces ateliers de contre-cartographie, ils vont provoquer une conscientisation. C'est déjà, en premier lieu, c'est le problème qui m'affecte. En fait, dans les ateliers, les groupes découvrent que ça affecte tout le monde. Je ne suis pas seule, ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est ce qui se passe dans l'espace, et soudain, je découvre d'autres personnes avec qui je vais pouvoir me fédérer. Et la mise en forme graphique, donc moi je travaille toujours sur des collectifs, c'est-à-dire qu'on a plein d'expériences diverses, des pratiques de l'espace, et il va falloir, par consensus, trouver une forme graphique unique. Ça génère énormément de discussions. Donc les niveaux sonores dans les ateliers sont très élevés. Je fais travailler les gens par petits groupes pour ça aussi. Et la négociation la plus âpre, la plus difficile, c'est quand nous traitons des pratiques genrées, tout simplement. Quand ce sont des groupes mixtes, tout simplement, parce que soudain, les groupes d'hommes découvrent que le point de vue des femmes est radicalement différent du leur. Et ça a donné quelques très belles cartes, justement, où par lieu, on s'est intéressé à la façon dont les enfants, selon leur genre, vont être plus longtemps dans un espace. La façon dont les femmes, dans l'espace public, seront plus longtemps à un lieu qu'un homme, etc. etc. Mais il y a beaucoup de travaux. Je pense à la pédagogie des opprimés, notamment à la façon dont Irene Pereira traduit les ouvrages en espagnol. La pédagogie des opprimés, elle repose sur l'idée qu'il va falloir conscientiser les privilèges que l'on a et questionner toutes nos pratiques éducatives. Et notamment la question du genre, bien sûr, les enseignantes et enseignants doivent éduquer autrement parce qu'elles-mêmes sont prises et pris dans des représentations genrées qui voudraient que les garçons se développent plus lentement, les garçons ont besoin de se défouler, pas les petites filles. On sait que les enseignantes, puisque les garçons mobilisent aussi l'espace sonore, c'est un grand classique ça, eh bien ils vont mobiliser l'interaction avec les enseignantes et enseignants qui inconsciemment leur donneront plus d'attention tout simplement et s'attendront, là j'ai lu récemment un article sur le TDAH, donc les troubles de l'attention sont diagnostiqués chez les garçons
mais pas chez les filles. Parce que les filles, elles sont éduquées à rester tranquilles, et une fille tranquille, on ne va pas s'en inquiéter. On ne viendra jamais à l'idée des cliniciennes et cliniciens que ça peut être un TDAH, un trouble. Et tous ces préjugés, ce sont vraiment des préjugés de genre, nous accompagnent depuis le berceau, que nous soyons des parents attentifs ou non, et nous devrons nous en défendre. Et ces travaux de sensibilisation, ils remontent. Alors, Elena Bellotti, c'est 1970, je pense. Voilà, donc ça fait très longtemps qu'on en parle, ça fait très longtemps qu'on le sait, mais l'étau est tellement serré que nous-mêmes, même en tant que féministes, nous sommes en permanence sur nos gardes par rapport à l'inculcation de ces images complètement erronées, en fait. Moi j'avais une question, mais qui du coup fait peut-être moins lien avec ce que vous venez de dire, mais pour revenir à ce que vous disiez auparavant sur cette espèce de lien finalement entre l'espace, entre la texture de la peau et l'espace du monde, comment est-ce que le spatioféminisme s'applique à différentes échelles? Parce que c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui parcourt un petit peu le livre. Vous parlez tout à la fois donc de cette espèce de l'espace privé, de l'espace domestique, etc. Et d'un autre côté, il y a aussi une dimension proprement géopolitique, en fait, du spatioféminisme. Et donc, est-ce que peut-être vous pourriez revenir un peu sur l'articulation de ces différentes échelles et sur ce qui se joue en termes de spatioféminisme quand on est face, par exemple, à la carte du monde, quoi. Effacer la carte du monde? Non, quand on est face à la carte du monde. Si, j'ai entendu effacer. D'accord. Je pense qu'il faut mobiliser les théories féministes. Les théories féministes sur la construction de la connaissance. Remonter encore en amont, je suis désolée, mais le sujet est tellement imbriqué. Comment est-ce que nous construisons la connaissance que nous avons du monde? Bien sûr par les cartes. Qui préside à la réalisation des cartes? Les hommes. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs siècles, ce sont eux qui se considèrent comme le référent universel. Ils sont l'être humain. Donc, ils vont parler en tant que l'être humain. Je crois que c'est Michel Perrault qui dit avoir le verbe, maîtriser le verbe, c'est maîtriser la Terre ou même l'univers, je ne sais pas. Et donc, c'est eux qui vont formuler les énoncés sur le monde. Je montre, par exemple, très souvent une carte d'OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est une plateforme collaborative de documentation du monde, donc n'importe qui peut y contribuer. Or, il se trouve que dans les pays pauvres, on n'ose pas le faire. Il se trouve que les femmes n'osent pas le faire, alors que l'outil est disponible à tout le monde. Ouais, vous montrez un pourcentage, où c'est vraiment... Oui, le pourcentage est absolument immonde. Alors, il n'est pas assuré, puisque on ne déclare pas son genre forcément quand on renseigne OpenStreetMap, mais il y aurait entre 5 à 10% de femmes qui renseignent OpenStreetMap. Pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que les femmes n'osent pas dire le monde? Tout simplement parce qu'elles n'ont jamais été en position de le dire, et quand elles l'ont dit, comme ces géographes des années 70 en France, on les a oubliées. C'est à nouveau Perrault qui dit les femmes sont ombres, dans l'histoire, les femmes sont ombres légères, on les évacue. Dans les musées, on montrera les œuvres des hommes. Le musée du Louvre, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est moins de 20% d'œuvres réalisées par des femmes. Même dans vos propres citations, moi en tant que chercheuse, j'ai repris récemment ma thèse entre les mains et je me suis dit, mon Dieu, mais quelle honte, quelle honte. Je cite plus de 90% d'hommes. Bon, c'est de la philosophie, comme s'il n'y avait pas eu de femmes philosophes. Heureusement qu'il y a Hannah Arendt et Simone de Beauvoir pour nous sauver, mais je ne citais que des hommes. Et aujourd'hui, alors je connais Ren Pratt qui a produit des rapports sur l'égalité dans la culture, des rapports ministériels, la culture et les arts, qui m'a bien fait comprendre, écoute, cite des femmes. Elles sont là, c'est à nous d'aller chercher, de visibiliser leur travail pour que la construction de cette image du monde qui prévaut pour nos imaginaires, elle embarque aussi le 50% de l'humanité manquante. Donc on parle aussi du data gender gap, de ce trou d'informations sur les données. Une carte, c'est des données.
tout simplement. Seulement si 50% de la population est occultée, nous n'aurons pas de données sur les femmes. Les femmes n'existent pas. Eh bien, les cartes, elles ne montreront pas ce qui concerne les femmes. Pour prendre l'exemple simple, pour renouer avec le domestique, ce care, ce soin aux autres, aux enfants, aux parents, au foyer, qui est attribué aux femmes, n'apparaît pas sur les cartes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de données. Notre PIB n'inclut pas le care qui constituerait un tiers du PIB s'il était valorisé. Et pas, il n'apparaît que quand il est monétarisé par l'emploi, c'est-à-dire quand, pour aller avoir son activité professionnelle, la femme, au lieu de se partager la tâche du foyer et des enfants avec le mari, qui lui ne prendra pas volontiers de congé parental déjà, eh bien, elle va faire appel, elle va externaliser ce travail. Donc ce travail de reproduction, donc là on peut se référer à Silvia Federici, c'est de la reproduction. Cette reproduction, elle permet quoi ? La reproduction, c'est produire des êtres humains qui à nouveau pourront être employés à produire de la richesse pour le capitalisme. Donc elle aussi, elle a une analyse marxiste de cette situation. Elle dit, depuis la sortie du Moyen-Âge, on a perdu notre capacité à produire notre propre moyen de subsistance. On appelle ça les nouvelles enclosures. On a enfermé le territoire dans des haies pour le déclarer propriété privée. On a supprimé tout ce qui était commun, possibilité des communs rendant possible notre production personnelle. Et on a mis les êtres humains en dépendance. Mettant l'ouvrier en dépendance, on a mis la femme en dépendance de l'ouvrier. Lui va assurer la production, elle va assurer la reproduction. Et elle sera doublement esclave, en fait. Donc tributaire de ce système de production. Et donc ça se serait installé au sortir du Moyen-Âge. Ça peut se discuter, c'est une analyse comme une autre, mais le fait est que nous sommes prises dans la reproduction, que nous le voulions ou non. Et pour moi, le fait d'avoir des enfants, et moi j'ai 4 enfants, donc je sais un peu de quoi je parle par rapport à ma situation et par rapport à ce que j'ai vécu, le fait d'avoir des enfants vous lie, vous êtes pieds et mains liés, dit-on. Voilà, donc, et là j'ai ouvert une porte et je suis loin sur la branche en fait, mais donc au niveau de la cartographie, on a cet aveuglement par rapport à la condition, ce qu'on appelait dans les années 70 la condition féminine. D'ailleurs, ça fait écho à l'humaine condition de Hannah Arendt, c'est assez marrant, qu'on n'a pas pu appeler condition humaine. La condition de vie des femmes n'apparaît pas sur les cartes. Donc les femmes ne sont pas sur les cartes, il va falloir les cartographier, ce que fait la contre-cartographie, et si elles ont été aussi productrices de cartes, et elles le sont, les géomaticiennes sont pour moitié des femmes et des hommes, eh bien elles sont invisibilisées, elles sont minimisées, vous ne trouverez jamais une carte signée par une grande cartographe, contrairement à ce que s'autorisent les hommes. Donc avec cette idée de l'homme universel qui maîtrise la production de la connaissance et qui oublie, et là on en revient aux épistémologies féministes, la connaissance, elle est toujours située, dit Donna Haraway. Cette connaissance, si elle embarquait, si elle ne se prétendait pas objective, puisque universelle est venant des hommes, eh bien elle serait obligée de déclarer, il faudrait déclarer de où on parle, d'où est-ce que je parle. Moi, en tant que femme noire subalterne, et c'est très difficile pour moi, dit Spivak, d'avoir accès de faire valoir ma parole, ou moi, en tant qu'homme blanc d'un certain âge, dans une institution universitaire, qui dispose des moyens économiques de production de la connaissance, qui seront relayés, puisque les seuls disponibles, d'où est-ce que je parle. Donc, le point de vue situé, Sandra Harding, il faut le prendre en compte. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer une relativisation de l'objectivité de la connaissance. Pourquoi ? Parce qu'elle embarque la subjectivité. Et on va dire, moi je dis ceci, je produis cette connaissance, mais je la dis à partir de mon expérience, de mes connaissances, de ma situation, de mon pouvoir, parce que c'est bien sûr le pouvoir qui préside à la construction de notre image du monde, de l'humanité, etc., etc. Et les féministes ont questionné dans cette perspective-là tout ce qui est production de la connaissance. Donc la carte, elle en est encore à cet état-là, et ce ne sont que ces projets de contre-cartographie qui vont montrer
les violences, qui vont montrer les pratiques différenciées, qui vont provoquer ces prises de conscience, qui sont en train de fissurer cet édifice. Et c'est le propre de la contre-cartographie. Et voilà, il y aurait tant à dire là-dessus, mais... Mais est-ce que du coup on peut comprendre la contre-cartographie comme une cartographie située ? Absolument, elle reconnaît, mais quelle connaissance ne l'est pas ? Il faut avoir l'humilité de le reconnaître et de le déclarer, énoncer son lieu d'énonciation, ses conditions de dénonciation. Tout énoncé à une énonciatrice ou un énonciateur. Donc oui, elle l'affirme. Alors on m'a récemment posé la question, enfin on a affirmé que c'était des cartes politiques. Et moi je réponds à ça, mais qu'est-ce qui n'est pas politique ? Voilà, ce serait une façon de dire la contre-cartographie, finalement, c'est une déclinaison un peu annexe de ce qu'est la carte, la cartographie, et c'est réservé à un public militant, activiste, etc. Mais pas du tout. Moi, ce que j'expérimente dans tous les types d'ateliers et j'en ai fait une 50aine à ce jour, c'est que des personnes qui se considèrent comme non politiques, à partir du moment où elles commencent à réfléchir de façon critique, l'esprit critique, ça devrait nous habiter toutes et tous, eh bien, elles produisent des informations qu'on qualifiera de politiques. Mais elles concernent quoi ? Elles concernent leur pratique de l'espace. Au hasard. Où est-ce que je vais promener mon chien ? Qu'est-ce qu'il y a de moins politique de faire la carte de l'endroit, des espaces verts, et ça c'est un atelier d'il y a 3 ans, les espaces verts que nous pratiquons. Un groupe n'était pas du tout d'accord sur les espaces verts pratiqués, se rend compte finalement par recoupement que les espaces verts pratiqués ne sont pas les espaces verts dédiés, c'est-à-dire les parcs, mais les cimetières, les berges, les rues où il y a un peu de verdure, etc. Et ce groupe est tombé d'accord, d'horizons, de classes, de catégories socio-professionnelles, comme on dit, très différents. Et quelle était la dimension politique de ça ? C'était une remise en question de ce qui était proposé en top-down par la municipalité par rapport aux pratiques réelles. Donc les féministes, qu'est-ce qu'elles apportent dans la contre-cartographie ? Elles apportent toutes ces outils théoriques qui auront trait à la représentation, on dit que c'est phénoménologique en fait, c'est-à-dire notre existence c'est quoi ? Nous l'actons par nos corps, parce que nous faisons avec nos corps dans le quotidien. Et les féministes apportent cela, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter des chiffres, de traiter de données, de les mettre en forme et de se prétendre neutre et de montrer l'image fidèle, analogique du monde, on va dire attention, nous sommes des corps, nous vivons, nos vies s'actualisent dans ces corps, et donc on va embarquer des informations, des objets, on va s'intéresser à des objets qui n'ont jamais intéressé la cartographie jusqu'à présent. Ce sont de nouveaux objets. Nous assumerons le fait que notre propre regard est situé, qu'elles sont produites sous condition, avec une intention, en visant un certain effet, avec certains moyens qui sont généralement assez réduits au niveau de la contre-cartographie, mais tout ça, c'est du politique. Donc, dire la contre-cartographie, on ne devrait même plus l'appeler contre-cartographie, on devrait dire c'est de la cartographie comme une autre. Seulement cette cartographie-là, elle fait un pas de recul et elle dit on va traiter d'autres objets, ceux de notre vie quotidienne, ceux de les murs invisibles. Les femmes ont des murs invisibles dans la tête. Elles évitent certains quartiers à cause de ce discours sécuritaire. Faisons la carte de ces murs et demandons-nous localisons les endroits, ces no-go zones où les femmes n'iront pas, etc. Réfléchissons à la façon dont nous, en tant que femmes, nous allons nous comporter, quels sont les signaux que nous enverrons dans l'espace public, où nous sommes sous le regard général, et nous devons, une femme qui entre dans un bar, par exemple, elle a intégré le fait qu'elle ne va pas se comporter d'une certaine façon. Contrairement à un homme qui, lui, aura la liberté de s'exprimer. Déjà, elles seront habillées différemment, elles éviteront certains endroits seules, notamment le soir. Elles auront tout un arsenal de mimiques qui feront
il y a un groupe là sur le trottoir, je rentre le soir de boîte de nuit, je vais passer de l'autre côté, je prendrai mon portable, je ferai semblant de téléphoner, etc. Est-ce que justement, j'imagine que ça arrive souvent comme question de visibiliser la recherche d'invisibilité, quoi. C'est-à-dire justement tous ces comportements d'occultation, assez féminins, enfin finalement assez intégrés, et qui sont inculqués, qui sont des sortes de convergences, des injonctions réitérées, diverses en plus. Et ça finalement, par exemple, donc l'idée c'est ça, c'est de chercher aussi à visualiser, objectiver, c'est par exemple ce type de comportement, qui est justement tout à fait. Ça me fait penser à une carte graphique réalisée par Caroline Kulkachi, aux Beaux-Arts, étudiante des Beaux-Arts, qui dessine une sorte d'ADN. Elle est dans un couple non-binaire, et elle subit, bien sûr, quand elle se promène dans les rues, donc on a la liste des villes, des agressions verbales, homophobes, en fait. Et elle dit, en 2021, je me suis rasé le crâne. Et là, les agressions se sont amplifiées en volume et en contenu. Voilà. Et donc, elle a représenté quelque chose qui se passe dans l'espace public. C'est localisé, pour moi, c'est une carte, j'en ai une définition très large. Et ça montre quoi ? Cette prise de conscience, cette mesure qu'elle fait de la réaction par rapport à sa vie privée. Voilà, donc on peut le décliner de plein de façons différentes. Je pense que c'est en friche, en fait. Ce terrain est en friche, parce que justement, cette prise de conscience, nous ne l'avons pas encore faite de cette dimension spatiale de nos vies, mais en plus, genrer cette dimension genrée de nos pratiques spatiales. Et la carte va servir à cela, c'est évident. Et oui, c'est ce que vous répondiez à la première question, mais j'aimerais quand même revenir là-dessus quand vous disiez rien n'a changé dans nos pratiques de l'espace, rien n'a changé dans cette non-prise en compte de notre rapport genré à l'espace. Est-ce que vous pensez vraiment que rien n'a changé du tout ? Première question, qu'il n'y a pas quand même, que les évolutions, qu'il n'y a pas quand même des choses qui ont changé de fait dans nos pratiques de l'espace. Et autre chose, si la carte, et la contre-cartographie vise à produire une représentation alternative qui assume son caractère situé par rapport à la carte qui se veut neutre, etc., est-ce que la carte quel impact la carte peut avoir sur la pratique réelle de l'espace et la pratique vécue de l'espace Ouais, long processus. Rien n'a changé, mais les femmes ont changé. Enfin, je pense aux nouvelles générations. Je pense par exemple à mes filles qui bien sûr élevées autrement. Moi, ma mère, c'était une femme au foyer, des 30 glorieuses, qui était contente de son sort, qui n'avait pas beaucoup d'avis sur ses propres biais et sa propre perception. Mes filles ont été élevées en féministes et elles ont une autre conception de leur corps. En fait, parler d'espace, c'est parler de corps. Nous sommes ces corps. Et mes filles assument davantage leur liberté, la liberté d'être qui elles sont, de s'habiller comme elles le souhaitent, etc. Et qu'est-ce qu'elles font en faisant cela ? Elles se dégagent du regard masculin. Parce qu'on s'imagine toujours que c'est de la provocation, mais dire « je fais ce que je veux ». Et si j'ai envie de m'habiller de façon provocante, c'est aussi une façon de dire « je ne vais pas le faire pour ton regard, je fais fi de ton regard et je te mets même au défi ». Et quelque part, elle désamorce une stratégie qui est celle de l'emprise du regard masculin sur le corps des femmes. Parce que quand elles se font aborder, elles ont du répondant. Voilà, donc je pense qu'il y a une autre... alors on dit il y a la lutte féministe actuelle a une dimension phénoménologique. Pourquoi ? Parce qu'elle va mettre en avant tout ce qui touche au corps. Par exemple, en philosophie, je pense à Camille Froide-Vaumétry, qui parle beaucoup du corps, de tout ce qui touche à la corporéité, à ce qui qualifie ce corps de femme, qui est bien là, qui a bien ses particularités, qui n'est pas notre essence, qui est juste une déclinaison de ce qu'est l'être humain.
et on va pouvoir en parler, ce n'est plus tabouisé, c'est quelque chose d'important, les règles c'est quelque chose d'important, etc. etc. Et soudain ça devient débat public. Et c'est là qu'on retombe dans la cartographie même, c'est-à-dire cet espace public qui est celui du politique, pas de la politique, et où vont se négocier les rapports entre les humains et les rapports de genre. Eh bien, depuis MeToo, on est en train de l'investir par la dénonciation de ce qui est fait au corps, tout simplement. Et donc dénoncer les violences faites aux femmes, ce n'est pas se plaindre de ces méchants hommes qui agresseraient les femmes, c'est dire attention, ce continuum des violences bénéficie de la silencialisation, oui c'est ça, et on va rompre ce cercle vicieux et on va l'amener sur la place publique pour en débattre. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de changer, mais le retour de bâton, il est toujours là, ce backlash. Et combien de féministes, on sait que les femmes féministes qui s'expriment dans l'espace public sont victimes de harcèlement, de menaces, voire plus. Et on sait que ce combat, on est en train de le mener. Et il n'y a pas d'acquis. Beauvoir dit, il n'y aura jamais d'acquis, en fait. Même sur le plan, on le voit aux États-Unis, la législation sur l'avortement, etc. etc. Ça, c'est une chose. Et la cartographie, je pense la contre-cartographie, elle s'insère au tout début de ce processus de conscientisation. Commençons par comprendre ce qui se passe avec nos corps, avec nos vies, avec nos pratiques, dans notre environnement, dans notre voisinage. Et tout doucement, ça nous donne des arguments. En fait, elle forge des arguments. Elle provoque une prise de conscience. Elle offre des arguments, elle change la façon de construire l'information, et c'est peut-être là son plus lourd combat, en fait, c'est-à-dire... mais ça, c'est encore un autre débat, justement. Qu'est-ce qui construit la connaissance? Est-ce que c'est bien sûr la connaissance actée officiellement, qui a été validée par des pairs? Nous, on est dans une culture rationaliste où la science, très longtemps, a été considérée comme la seule source de production de connaissances valides. Grâce aux féministes aussi, on sait qu'il faut atténuer cette affirmation. La contre-cartographie... très souvent, elle est le fait d'activistes, de groupes activistes, de groupes de chercheuses et chercheurs engagés, de militants, et elle est, je dirais, omniprésente. Si je ne prends que la France, mon terrain de travail, c'est surtout la France, partout. Vous avez des groupes en ce moment en train de faire des cartographies. Très souvent, je donne même mes visuels pour que les groupes le reproduisent, parce qu'il faut faire un peu d'épistémologie de la cartographie, c'est-à-dire comprendre en quoi réside le pouvoir des cartes, pour pouvoir après se l'approprier. Et ces groupes sont en train de le faire, et l'utilisent dans leur lutte pour dénoncer, bien sûr, des inégalités, des travers, mais tout simplement visibiliser. J'ai par exemple, et là c'était les Beaux-Arts, l'ISBA de Besançon, un groupe d'étudiantes commence à broder une carte. Et elles ont fait ça très très vite et c'était absolument magnifique. Elles ont brodé la carte de la disparition des lacs et du retrait des glaciers. Donc c'était une chronologie longue et elles l'ont brodée. Donc elles l'ont mariée à leurs compétences techniques. C'était extraordinaire. Et il y a plein de façons de dire ce qui est, de plein de façons différentes. Ça peut être esthétique, ça peut être très brut. Et j'apprécie surtout tout ce qui est... Je ne retravaille jamais les cartes produites. Je les ai même exposées à Montborillon et je continuerai de les exposer parce qu'elles ont la patte, la signature de leurs autrices et auteurs et elles ont une force expressive que n'auront peut-être pas des cartes retraitées par des logiciels de dessin. C'est un peu dommage. Pour moi, c'est une autre fonction. Ça vise la reproduction et ça codifie ça génère des conventions de représentation. Et pour moi, c'est très très dommage. Prenons-nous le temps de lire les messages et n'ingurgitons pas de l'infographie dont nous ne savons même pas comment elle a été produite, par qui, comment ont été discrétisées les données, quelle a été l'intention, qui fait en sorte que cette carte va être reconnue ou non. Et donc ces groupes travaillent
un peu comme des taupes comme ça. Et mais ce travail est immense en fait. Donc il est là, on ne le sait pas, ça ne sera pas dans les médias. Il est rare que des cartes comme celle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aient une publicité. Certaines en ont, mais beaucoup moins. On avait une rencontre de contre-cartographes avec Frédéric Barbe, donc les éditions La Criée il y a 3 mois à Nantes, et on s'est retrouvés entre plusieurs contre-cartographes et on a fait des cartes aussi, toujours liées à des luttes contre tous ces projets absolument délétères. Ça commence aux grandes bassines et ça finit aux projets de contournement autoroutier, etc., etc. On fait les cartes, ça permet la prise de conscience, ça permet d'en discuter, de forger des arguments, peut-être de se faire voir, peut-être pas aussi, ça peut rester dans le groupe, peut-être que ces cartes après on les jettera, et c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Certaines seront pérennes et d'autres non. Oui, c'est un travail. C'est un work in process, ouais. un travail qui va permettre la fédération. Parce qu'on sait, c'est un énoncé la carte. On aura les bons termes, on sera tombé d'accord sur mais il y a même, forme. Dans toutes ces formes que vous évoquez, ça m'a fait penser aussi au fait qu'il y a... Alors, peut-être que je suis pas très visuelle aussi. C'est des formes de cartes orales. Alors, il y a les songlines aussi. Mais là, je pensais à, par exemple, un podcast, parce que ce que vous évoquez sur les pratiques urbaines, il y a un podcast qui s'appelle Les Chemins de Désir, et moi, j'avais appris que c'est les chemins, justement, qui contreviennent aux pratiques qui ont été créées par les gens. C'est une appellation jolie. Et il y avait un podcast comme ça, qui était très joli, sur la découverte de l'érotisme par une femme qui décrivait justement de façon extrêmement visuelle les lieux, etc. Elle avait appelé les chemins de désir en référence à ces pratiques, ces contre-allées, etc. qu'on prend. Et je me disais aussi qu'il y a finalement... j'ai plein d'images mentales de ce qu'elle raconte, de ses découvertes, une trajectoire personnelle. Alors là, pour moi, justement, du côté de l'agression du corps à défendre et tout ça, mais aussi de choses peu visibilisées, quoi, qui la passent par la voix et par l'espace de la parole. Et en m'intéressant récemment à tout ça aussi, je voyais que c'était quand même majoritairement des femmes qui proposaient des podcasts. Parce que c'était un espace de parole qui était aussi... peut-être une ouverture énorme, enfin récente, et qui était assez occupée par les femmes. Et je pense qu'il y a des sortes de cartes orales aussi qui se créent un peu autrement, qui n'ont pas la même force que le visuel pur, mais qui sont intéressantes. Et sur ces autres espaces, ça m'a fait penser aussi à cette autre idée qu'on voulait aborder, que celle du cyberespace et de la manière dont les femmes se l'approprient ou pas. Avec beaucoup de mal. Numérique. Oui, c'est ça, quand pour le coup, moins. Des femmes qui renseignaient pas sur OpenStreetMap, etc., et toutes ces histoires de données, je voulais aussi à ce moment-là vous poser la question, vous l'évoquez à un moment dans le livre, mais le cyberféminisme, la maîtrise de l'espace numérique, de l'espace virtuel par les femmes, en quoi est-ce que... ça aussi... Oui, alors, l'informatique, ça a été l'affaire des hommes, bien sûr, puisque c'est technique. Donc, ils se sont accaparés ce champ de compétences, et les femmes sont à la traîne. Tout simplement parce que notre système éducatif, il décourage les femmes par rapport à tout ce qui pourrait être ingénierie. Elles sont beaucoup moins formées et elles osent beaucoup moins. Mais ça va du jeu vidéo à la programmation. Et on en est toujours là. On a une école qui formate selon le genre, ça c'est clair. Donc elles n'oseront jamais, ou beaucoup moins, et elles devront se défendre, s'approprier ces techniques. Donc elles l'occupent beaucoup moins. Voilà, la place est déjà prise en fait, et il va falloir bousculer pour y entrer. Et vous avez des gens comme Nathalie Magnan qui militait depuis les années 80 pour que les femmes s'emparent de ces domaines de compétences et produisent leur propre information et leur propre création aussi. Donc je pense que ça c'est un des chantiers. Mais on sait très bien que science dure, c'est les hommes. Les hommes, ils sont du côté de la raison, les femmes, elles sont du côté du sentiment. Mais qu'est-ce qui explique alors dans la fabrique que finalement on retrouve, c'est vrai, encore, je sais pas, 20% à peu près d'élèves ingénieurs femmes, comme ça vous le
Là, les hommes sont matheux, bien sûr. Oui, mais comment on inculque encore? Quel est l'effet Pygmalion qui fait que finalement il y a toujours cette idée que c'est vrai, la géométrie dans l'espace, toutes les projections abstraites oui, elles auraient moins de compétences spatiales. Voilà. C'est ça. Ouais, alors, les petites filles et les petits garçons ont exactement les mêmes compétences spatiales. Et c'est à partir de l'adolescence où on se rend compte que ça commence à diverger. Parce qu'elles ont des pratiques différentes et des injonctions différentes, et c'est tout. Et comme dit, ça commence au berceau, ça commence même avant le berceau. Donc vraiment comme le corps, vous voyez, comme le corps quotidien finalement, qui est clairement objet de ces injonctions qui restreint le corps de connaissance lui-même, quoi. Finalement, c'est cette idée que... Complètement. Et vous êtes mis, j'allais dire sur orbitre, mais non, je dirais plutôt que vous avez vous prenez un certain angle, vous décollez avec un certain angle. Et quand on voit qu'il y a eu une réforme des retraites il y a 5-6 ans en France, où les mathématiques en première devenaient optionnelles. Des enseignements, oui. Réforme des enseignants ou des... non, là, c'était encore avant. C'était... les mathématiques devenaient optionnelles en 2e année de lycée et du coup sélectives, puisque c'était des options. C'était peut-être il y a 5 ans, je ne sais plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on a constaté ? Eh ben, comme c'était sélectif, les garçons pour qui la concurrence est un élément disons un comportement normal presque, inculqué, eh bien, ces classes ont été occupées majoritairement par des garçons. Donc les filles, il y a eu 2 promotions de filles qui ont fait moins de mathématiques que les garçons. Sans mathématiques, je suis désolée, ça structure votre pensée, les mêmes compétences vont être éteintes d'un côté et encouragées de l'autre. Eh bien, cela fera que les filles ne choisiront pas les options technologiques, ne feront pas de l'informatique, etc., etc. On en est encore là. En école d'ingénieur, vous avez des hommes, vous n'avez pas de femmes. Et comme dit, en géographie, quand vous avez autant de géomaticiennes que de géomaticiens, du fait que leur carrière, elles vont la gérer en tant que femmes et futures mères, ou mères, eh bien, elles auront une toute autre carrière. Et du fait qu'il y a cette valorisation du masculin, cet aveuglement par rapport au genrage de l'information, ils auront de meilleures carrières. On parle souvent de l'homosocialité. L'homosocialité, c'est quoi ? C'est le fait que les hommes trouvent naturel de se regrouper en tant qu'hommes. Voilà. Et ça vaut dans le milieu professionnel. Et ça, vous pouvez le mesurer à la répartition des genres dans n'importe quelle congrégation, dans n'importe quelle réunion où on produit du savoir, vous aurez 1/3 de femmes, 2/3 d'hommes. Et tout le monde trouvera ça normal, et on trouvera même absolument extraordinaire qu'on ait fait entrer des femmes ici. On en est encore là. À se poser ces questions-là et à devoir nous battre, et quand on dit, comme je le dis, il nous faut des quotas pour tout, sinon on n'en sortira jamais. Pourquoi ? Parce que la visibilité, la reconnaissance, les financements, les budgets vont majoritairement aux hommes, dans tous les champs de la culture, de l'art, de la connaissance et au-delà. Il faut diffuser des contrecartes. Il faut absolument les mettre dans la rue. Il faut que tout le le monde... On devrait monde... les voir peut-être plus aussi. Il y a une question de diffusion, non, de ces formes de cartes de visibilisation. Elles font leur œuvre. Je dirais, elles font leur œuvre. Le jour où elles seront aussi visibles que les autres, peut-être qu'elles ont un peu perdu leur âme. Vous évoquiez les cartes sensibles, qu'elles soient concrètes ou mentales. Il faut faire attention avec ça, parce que justement, on l'attribue aux femmes, parce que c'est du sensible, du registre du sensible, de l'affect et tout ça. Pour ça, j'emploie très peu le terme. Je ne sais pas ce qui est sensible ou pas sensible. Il ne faudrait pas se cantonner à ça. C'est très joli de faire des cartes sensibles et de demander aux femmes de s'exprimer par rapport à leur quotidien, par exemple... leur faire représenter leur quotidien, leur vie quotidienne. Mais pour moi, ça ne va pas assez loin.
ce quotidien, il est conditionné par quoi? Quels sont les pouvoirs qui ont fait en sorte que des femmes au Maroc, elles ont des quotidiens très restreints sur le plan du périmètre, qu'elles ne puissent pas aller au-delà, etc. Et ça vaut pour nous aussi. Pourquoi est-ce qu'une femme choisira un poste sous-qualifié à côté du domicile, pas trop loin de l'école des enfants, pour pouvoir les amener? Elles sont encore dans cet esprit qui pour moi qualifie le véritable être humain. Le véritable être humain, il est... Enfin, véritable, quel mot horrible. L'être humain, il est profondément altruiste, il est profondément à l'écoute des autres, parce qu'il sait qu'il est en dépendance depuis qu'il est né du groupe social. Et ce serait plutôt cette... je ne sais pas comment dire en français, ce poids, cette charge qu'ont les femmes qui devrait être partagée avec les hommes, et ne pas revendiquer de reproduire ce qu'ont produit les hommes au pouvoir pour faire la même chose. Vous pouvez être une féministe libérale, capitaliste, immonde, qui finalement vivra son féminisme pour sa pomme, qui contribuera du système. Alors que le féminisme, il est profondément anticapitaliste. Il ne peut pas être autre chose, sinon ce n'est pas un féminisme.